Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre émission Zone Franche, ce numéro qui se veut un débat complètement thématique. Nous allons plonger dans l'histoire de notre pays. Pendant des décennies, l'histoire de l'Afrique a été racontée, documentée, parfois même dictée par les autres. Aujourd'hui, le Bénin a décidé de reprendre la plume. L'enjeu est de taille. Il ne s'agit plus seulement de lire notre passé, mais de le réécrire avec nos propres mots, nos propres vérités et notre propre regard. De la révolte sanglante de Sakété en 1905, un pan de l'histoire très peu connu d'ailleurs, jusqu'au grand chantier mémoriel de 2025 et 2026, comment décoloniser notre histoire, comment transformer les récits de l'administration coloniale et une mémoire nationale juste et rigoureuse. Nous poserons la question à notre invité. Justement, nous recevons aujourd'hui sur cette émission un homme au cœur de ce défi scientifique et républicain, le professeur François Adebayo Abiola, professeur d'université de haut rang. Il est le coordonnateur du programme de la réécriture de l'histoire du Bénin au sein de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Sab. Professeur, bonjour. Bonjour Franck. Merci d'accepter notre invitation. Nous aurons une heure d'échange que je coordonne ce matin avec Eric Guédeno. Eric, bonjour. Bonjour à vous, Franck Aoumou. Professeur François Adebayo Abiola, bonjour. Bonjour, Eric. Franck l'a précisé, vous êtes coordonnateur du programme de la réécriture de l'histoire du Bénin au sein de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Nous allons explorer pas mal de questions ce matin avec vous. Mais il y a une question qu'on m'a demandé de vous poser. Où est-ce que vous êtes passé depuis tant d'années, professeur François Abiola? Bon, merci beaucoup. J'espère que vous me permettez, comme avant, de vous appeler par vos prénoms. Absolument. C'est plus convivial pour moi. Absolument. D'abord, je vais vous dire que je suis heureux, Franck Eric, d'être heureux avec vous sur ce plateau, que j'affectionne particulièrement. Et qui m'a un peu manqué, ça il faut l'avouer. Vous nous avez manqué aussi. Ce plateau-là m'a manqué. Ça fait pratiquement une dizaine d'années. Absolument, une dizaine d'années. Donc permettez-moi pour le sujet intéressant qui nous rassemble sur ce plateau, de remercier et même de rendre un hommage bien mérité au professeur Nazer Padonou, président de l'ANSAB, et à toute son équipe du bureau exécutif de notre institution, le vice-président Manzourou Mundachirou et le secrétaire perpétuel Michel Boko. Ils conduisent avec nous un travail intellectuel bien bénévole dont les résultats ont commencé à impacter notre société. Voilà. En tout cas, vous faites bien de citer ces personnes avec qui vous travaillez au sein de cette institution académique qui depuis plusieurs années façonne le monde scientifique à partir de ces travaux. Nous allons justement évoquer les missions de cette académie. Merci Eric. Donc, créé par un décret, le décret numéro 2016-243 du 4 avril 2016, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin est quelque chose qu'il fallait dans l'arsenal de notre intelligentsia. Et la mission a été bien précisée dans ce décret. Selon l'article 2 du décret, l'Académie nationale a notamment pour mission d'œuvrer au développement du Bénin par les sciences, les arts et les lettres, d'assister et de conseiller tant l'État béninois que les institutions privées en matière de définition et de mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines des sciences, arts et lettres, et encourager la recherche scientifique, initier, impulser et développer des programmes pertinents dans le domaine des sciences, arts et lettres. Voilà pour les principales missions que je peux citer. Et je ne vais pas finir si je ne dis pas que l'Académie est placée sous le parrainage et la protection du président de la République. Ça peut peut-être amener à des questions. C'est un détail parrainage. Voilà, et protection. Pourquoi avez-vous peur au sein de cette académie? Non, être sous la protection de justement, je sais que cette question-là est pertinente. Et nous-mêmes, on se le pose, paix à l'âme de notre doyen, professeur Moutondi, qui a son avis sur cette question. C'est ça. Mais nous avons pensé que dans une institution, avec les thématiques que nous allons aborder, et c'était bon que le président, moi c'est mon avis aussi, que le président de la République soit le parrain de cette institution-là, pour beaucoup de choses. Une institution naissante, une institution qui a besoin de moyens,
une institution qui peut aussi susciter des polémiques, il faut un arbitre. Donc c'est pour cela nous, beaucoup de personnes, y compris moi-même, nous avons accepté ce parrainage. C'est pas tout le monde qui est d'accord. Alors, vous êtes des universitaires, vous êtes des chercheurs, vous êtes des scientifiques pour la plupart. Quand vous êtes sous l'autorité d'un chef d'État qui a aussi, je dirais, un volet politique, quand vos travaux de recherche sont sous la protection de quelqu'un qui a ce statut, de qui vous attendez des arbitrages, est-ce que c'est souvent facile? Non, ce n'est pas ça. C'est pas la même chose. D'accord. Protection et l'autorité, et ce n'est pas ça. D'accord. Ce n'est pas ça du tout. Il n'arbitre pas, il ne nous dit pas aller. Il n'oriente pas, il n'influence pas. Il n'influence pas. Il nous regarde parce qu'il nous donne les moyens financiers. D'accord. Alors, comment ça se passe? Avec quel organe l'académie travaille? Comment est-ce que c'est structuré à l'intérieur? Oui, les organes de l'académie sont bien précisés. Nous avons d'abord l'assemblée plénière. C'est au cours de cette assemblée que chacun dit son idée, ses intentions, et nous validons au cours de ces assemblées plénières-là. Vous avez vu, j'ai rendu hommage à des personnalités tout à l'heure. Après, sous l'assemblée plénière, nous avons le bureau exécutif et nous avons les collèges. Les collèges, je peux dire que c'est les bras armés de l'académie. Et puis, s'il y avait éventuellement des problèmes, nous avons institué un comité que nous avons baptisé comité de suivi, d'évaluation et de contrôle. C'est à peu près, entre guillemets, la police interne de l'académie. C'est ça. Et si vous permettez, les collèges, parce que c'est ça, il y a les collèges. L'académie est organisée en 3 collèges. Le collège que nous appelons collège A, qui s'occupe des sciences et techniques, des sciences de la vie et de la terre. C'est le collège A, ça. Nous avons le collège B, qui s'occupe des sciences économiques, sciences juridiques et politiques. Et le collège C, des arts, des lettres, des sciences humaines et sociales. Et sous chacun de ces collèges, nous avons les commissions permanentes. Donc, c'est les commissions techniques. Nous avons 6 commissions permanentes. La commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture. La commission permanente santé, la commission permanente éducation et éthique, la commission permanente communication, art et culture, la commission permanente climat et environnement, et la dernière, c'est la commission permanente sciences fondamentales, ingénierie et innovation. Et à côté de ces commissions permanentes, on a mis en place, en fonction des sujets brûlants, des programmes que nous avons qualifiés de programmes spéciaux. Il y en a 3. Il y a le programme spécial de la réécriture de l'histoire du Bénin, programme spécial que nous avons baptisé Grande Conférence, et le 3e programme spécial, actualisation de la flore du Bénin. C'est avec ça que Allez, de nous, on n'a pas idée vraiment de toute cette architecture-là au sein de l'académie. D'où tenez-vous les moyens pour assurer toutes ces activités? Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, vous voyez qu'on revient encore à ce qu'on a dit, la protection et le parrainage. C'est le président de la République qui demande nos besoins chaque année, demande de faire notre PTA, un programme de travail annuel, et nous le soumettons, et on nous octroie des crédits, et avec ces crédits, nous répartissons ça dans les 3 collèges et les 3 commissions, au niveau des entités, programmes spéciaux et D'accord. commission permanente. Alors, pour les membres que vous êtes au sein de cette académie, comment on devient membre de cette académie? Est-ce qu'il suffit d'être professeur d'université, d'être docteur, d'être chercheur pour faire partie de cette académie-là? Non, c'est pas cooptation. Ça dit pas cooptation. À un moment donné, il y a 25 membres au niveau de l'académie. Et à un moment donné, on lance des avis de cooptation avec des règles assez précises, dont la principale est d'être professeur titulaire. Vous avez mis la barre vraiment à un niveau... C'est un niveau. Quand on dit académie, il faut quand même... je ne vais pas dire que c'est la fin d'un parcours. C'est un niveau dans le parcours. Et après, il y a des commissions qu'on met en place pour étudier est-ce que ça répond à ce niveau technique. Et maintenant, ceux qui répondent à ce niveau technique-là subissent ce qu'on appelle la phase d'enquête morale. Ok. Et c'est après ça que... Le choix est fait. Le choix est fait. C'est après ça. Donc, vous voyez,
Parce que quand on dit les membres de l'académie, il faut que ça respecte, que ça représente quelque chose au niveau scientifique et au niveau déontologique. Vous souhaitez que ça soit vraiment un cadre où les grands esprits se retrouvent pour discuter. Pour discuter, oui. De vrais sujets. Tout à fait. Justement, il y a un sujet qui nous intéresse quand vous évoquez les programmes spéciaux que vous développez au sein de cette académie, c'est la réécriture de l'histoire du Bénin. Le thème est un peu fort. Réécrire l'histoire du Bénin. Est-ce que tout était faux? On a mal écrit? Oui. Est-ce qu'on a oublié des détails? Ou pourquoi réécrire l'histoire d'un pays? Tout à fait. Ça, c'est une question super pertinente, si je peux m'exprimer ainsi. Ça dit que, vous savez, et on le dit aussi, hein, l'histoire, dit-on, est à la fois l'étude et l'écriture des faits et des événements passés, quelle que soit leur variété et leur complexité. Donc, c'est de l'histoire passée. Et c'est des gens qui vont l'écrire. Récits s'efforçant de faire connaître les temps révolus, ils ne sont jamais entièrement indépendants, ces récits-là. Jamais indépendants de leurs auteurs ou de leur culture, et surtout des résultats attendus par ceux qui écrivent. Vous savez, aucun récit n'est à 100% neutre. Ça n'existe pas. Dire que c'est complètement neutre, ça n'existe pas. Donc, il est donc facile de constater que pour diverses raisons, certains faits déjà rapportés, notamment sur plusieurs pays africains dont le Bénin, ne correspondent pas à la réalité. D'où la nécessité de contribuer à la rectification des falsifications évidentes. Parce qu'il y a des falsifications qui sont évidentes par rapport à celui qui l'a écrit et par rapport aux résultats que celui qui a écrit ça, les résultats qu'il atteint. Donc c'est ce qu'ont compris actuellement plusieurs pays, dont le Bénin, dont plusieurs autres pays, qui se sont lancés dans cette problématique. Mais justement, pourquoi l'académie a pris, disons, cette préoccupation à bras le corps? Oui, Franck, c'est-à-dire que c'est des hommes qui font des propositions, et en faisant des propositions, vous voyez, ou bien vous avez marché avec quelqu'un, vous êtes dans un contexte, et vous dites, tiens, il fait ça chez lui, est-ce que moi-même je peux essayer ça? Donc, pour ce qui concerne le sujet dont nous parlons là, en réalité, ça vient de mes contacts avec mes amis au Sénégal, et du contexte du Bénin, avec le choix du président Talon à l'époque de revenir sur certains faits. Donc il y a deux circonstances. Ce que moi j'ai appris, observé au Sénégal, et ce qui s'est passé après avec le président Talon. Je vais vous expliquer. On va rappeler les faits. D'abord, qu'est-ce que vous avez appris au Sénégal? Voilà. C'est-à-dire qu'au Sénégal, par exemple, en 2013, vous le connaissez certainement, le professeur Ibadet Thiam, un ancien ministre de l'Éducation nationale, initie un projet qu'il dénomme Projet de réécriture de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Il a bénéficié des soutiens qu'il fallait puisque l'initiative a été immédiatement reconnue d'intérêt national. Et le président Macky Sall lui-même a reconnu l'intérêt de l'initiative lorsqu'il déclare « Il y a une impérieuse nécessité de décoloniser notre histoire en la maîtrisant et en reconstituant par nous-mêmes et pour nous-mêmes le récit authentique de notre passé. » Et il a continué. L'esclavage et la colonisation ont eu comme soubassement la négation de l'histoire, de l'âme et de la raison du peuple noir. Rappelez-vous qu'à l'époque, on pensait, même vous allez voir dans les documents après de mon ami professeur Adonou, qu'on se demandait même à l'époque s'il y avait une âme dans un corps si noir à l'époque. Ça. Donc, eux, avec Ibadet Thiam, on a dit qu'il faut absolument ce qu'ils disaient, ce qui a été écrit par, entre guillemets, les chasseurs, ça ne correspond pas réellement à leur histoire. Il y a des faits qui étaient vraiment évidents. Si nous prenons au Bénin, ne pas mélanger les choses, et vous avez deux cas au Bénin. Exemple, la mort de Bioguera, qui est supportée par deux thèses. Pour l'une, comme le rapport d'Ibril Maman Dibourou, Bioguera, le guerrier mythique, appartenait au monde légendaire qui fut rattrapé par la réalité. Et pour lui, il reçut dans la tête une, deux, peut-être 3 balles qu'il envoyait de Via Trépa, ici Dibourou. Donc pour lui, c'est qu'on a tiré sur Bioguera. Faux, dit Léon Biobigou, qui affirme c'est lui-même, c'est-à-dire Bioguera, qui s'est donné un coup de flèche empoisonné. Les Blancs sont venus le voir mort. Ils ont coupé sa tête. Et c'est cette tête qu'ils ont mis au bout de leur baïonnette
pour aller défiler dans la ville de Bembereke afin de créer la peur et de montrer que tel est le sort qui attend tous ceux qui oseront encore s'affronter aux Blancs et qui vont résister aux Blancs. Ça fait deux thèses. Un autre cas, c'est le cas, on va parler longuement de ça tout à l'heure, des victimes de la révolte de 1905 à Sakété. Pour l'administration coloniale, cette révolte n'a entraîné que 2 morts qui sont de l'administration coloniale, Henri Caït, qui est l'administrateur adjoint, et Louis Cadeau, qui est un douanier. On va revenir là-dessus, pourquoi un douanier tout à l'heure. Et chez les autres, les autochtones, comme ils les appellent, les nègres, il y en a combien? Donc il y a eu un silence sur cette question. J'ai donc pris l'initiative de conduire ces plaidoyers pour voir comment on pourrait, de notre temps, apporter des rectificatifs qu'il fallait à ces faits qui sont quand même visibles. C'est ça. Donc c'est ça, ces 2 cas-là. Et ensuite, l'ensemble a lancé, avec mon plaidoyer, a lancé autour de ces 3 programmes spéciaux, celui de la réécriture de l'histoire. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est que chemin faisant, le programme devait bénéficier de circonstances favorables. Parce que vous avez beau rester chez vous, avoir des idées, comme je dis, vous pouvez rester chez vous, faire votre théorie d'amphithéâtre, mais si vous n'avez pas le contexte qui vous accompagne, les gens vont vous regarder. Donc, chemin faisant, et moi, mon initiative là a bénéficié de circonstances. D'abord, au sommet de l'État béninois. Au sommet de l'État béninois, collant la vision du chef de l'État, président Patrice Talon. Vous vous rappelez que dans son intervention, le 31 juillet 2022, le président Patrice Talon déclare « La présente cérémonie, plus que l'inauguration de ce monument, constitue une étape majeure dans la vie de notre pays parce qu'il s'agit de la translation du transfert des reliques immatérielles de nos héros de l'ancien monument aux morts situé à Plakondi à ici au jardin de Mathieu en ce jour. » Et il ajoute « Pendant plus de 60 ans, c'est ça qui est bon pour nous, pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros à Plakonji au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres. En réalité, ce monument aux morts de Plakonji ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défiés, a toujours ravivé nos peines et nous n'avons pas à nous consoler de ce qu'il serait aussi celui des combattants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Il est chronologiquement, surtout et avant tout, le monument dédié aux soldats déployés par l'envahisseur pour soumettre nos ancêtres. Pendant plus de 60 ans donc, les chefs d'État du Bénin ont tous les 1er août à l'occasion... C'est Patrice Talon qui... C'est lui, je cite. Je cite là. Pendant plus de 60 ans donc, les chefs d'État du Bénin ont tous les 1er août, à l'occasion de notre fête nationale commémorative de notre indépendance, déposé une gerbe au pied de ce monument dédié aux Français et aux assimilés morts pour la gloire de la France. En réalité, ces gerbes déposées par nos mains ont plutôt célébré et honoré nos bureaux, nos bourreaux. Donc vous voyez, donc moi qui défendais à l'académie qu'il faut faire quelque chose, il me donne pratiquement raison. Des arguments. Oui, des arguments. Pour que les gens disent, ah, si l'intellectuel dit ça et que l'homme politique dit, c'est peut-être que c'est intéressant de nous engouffrer. Et le président continuait, désormais, c'est ici, en ce lieu, en plein de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement le monde entier a emprunté au génie égyptien, que ce sera déposé chaque 1er août, la gerbe à la mémoire de nos héros. Nos héros, ce sont nos soldats tombés les armes à la main pour la défense de notre pays. Ce sont eux, ceux d'entre nous, Béninois, qui se sont particulièrement distingués et se sont dévoués à la cause nationale d'une manière ou d'une autre et qui ne sont plus de ce monde. Voilà. Donc ces différents circonstances-là m'a conforté et a peut-être fait que les autres collègues ont appuyé mon initiative. Deuxième chose au Sénégal maintenant. Au Sénégal, après ce contexte du Bénin. Il y a eu la réécriture des faits qui se sont déroulés le 1er décembre 1944 à Thiaroye au Sénégal. En effet, le 1er décembre 2024, le Sénégal, avec 16 autres pays concernés, ont commémoré le massacre des militaires dits tirailleurs sénégalais
au nombre desquels figurent des Béninois par l'armée française, fait longtemps caché et falsifié, avec de façon flagrante des mensonges d'État, la reconnaissance enfin de sa responsabilité en déclarant mort pour la France ceux qui sont tombés le 1er décembre 1944 à Tiaroy, ravive le désir pour les universitaires, la réouverture pour les approches de la vérité des faits sur ce drame. J'ai été content parce que j'ai participé à cette réécriture aussi au niveau africain. Professeur, on revient un peu en arrière en partant des exemples que vous avez évoqués tout à l'heure. L'exemple de Bioguera, avec les deux différentes thèses qui se livrent, je dirais, une parfaite contradiction. Et quand on vient sur le discours du chef de l'État, qui reconnaît combien nous devons peut-être honorer nos morts qui ont pris des risques pour notre pays, au sacrifice de leur vie, et quand on tombe maintenant sur vos propres initiatives, que vous inspirez justement de ce qui a été fait au Sénégal, comment on réagit en tant que scientifique, en tant que béninois, en tant que professeur d'université? On se dit forcément qu'on est concerné quelque part. Oui, c'est-à-dire que, bon, on se réveille. On se réveille et vous voyez, le moment est tellement opportun, si je peux le dire, en ce moment-ci, où dans beaucoup de pays africains, je ne vais pas utiliser les mêmes mots, les gens cherchent à se ressourcer. C'est ça. À écrire leur histoire, même leur vécu quotidien par eux-mêmes. Et moi, je pense que ce programme-là, si on ne l'avait pas initié avant, là, c'est maintenant qu'il faut le faire. D'accord. Oui, oui, quand on décide de le faire maintenant, comment on va s'y prendre? Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que, bon, ça c'est une belle question. C'est-à-dire vous avez les historiens qui écrivent, ne réécrivent pas. Ils écrivent l'histoire. Mais nous avons vu que ce que le chasseur, c'est-à-dire le missionnaire, le colon, ce qu'il a écrit, ça veut dire que les nôtres aussi peuvent ne pas être d'accord. L'exemple, c'est Pierre Bigou et Deboulou. L'exemple est là. Absolument. Donc, moi, j'ai dit souvent que c'est vrai qu'après qu'on a dit réécriture, nous, je sais qu'on a mis beaucoup de temps entre les collègues de l'université à expliquer. Et à réexpliquer. À réexpliquer pourquoi. Et pour des gens qui ont quand même des niveaux de culture donnés. Moi, mon explication qui nous a apaisé avec le contexte que je vous ai donné, parce que le contexte là m'a donné, les deux contextes là m'ont donné raison. J'ai dit l'historien, moi je ne suis pas historien. Les historiens écrivent. Mais Eric, vous et moi, Franck, si on écrit quelque chose que vous avez vécu, est-ce que vous ne pouvez pas dire que ce que tu as écrit là est faux? Si vous avez les preuves que ce qui est là, c'est pas vrai. Ça, c'est tout citoyen qui peut faire ça. Tu n'as pas besoin d'être historien de je ne sais pas où. C'est le bon sens du citoyen qui va dire ces faits-là qui sont écrits là, ce n'est pas vrai. Moi, je décide de réécrire que ton affaire là, ce n'est pas vrai. Et je crois qu'au niveau de l'académie, quand nous avons trouvé cette explication, tout le monde est d'accord. Moi, je ne vais pas aller dans l'histoire en 1700 quelque chose, ceux-là qui étaient Y pour aller à Z, ce n'est pas qui ça. Mais justement, c'est là la question aussi. Oui. Comment, avec quel œil les historiens vous regardent, vous qui vous comportez en citoyen scientifique et qui adoptent une certaine démarche? Eux, ils ont peut-être écrit sur la base de vestiges, des reliques qu'ils ont eues. Sur cette base-là, ils ont écrit. Mais vous avez décidé, de réécrire. Comment est-ce que ces historiens-là vous... Non, il n'y a même pas de compétition. Parce que c'est sur des faits. Et vous savez, même moi, je ne suis pas historien. Vous savez, quand au Sénégal, j'étais avec les historiens qui réécrivaient les faits de Tiaroy, beaucoup m'avaient confondu avec l'historien. Parce que moi, j'aime la communication. Quand je suis arrivé là, j'aide un peu à faire la communication. Un jour, quelqu'un s'est même demandé en disant, notre collègue professeur Abiola, et quelqu'un lui a dit, mais lui n'est pas historien. Est-ce qu'un historien pouvait diriger l'école inter-État? On dit, parce qu'il a dirigé l'école inter-État ici à côté de nous. Donc, il y a le bon sens de chacun. Comment ils font? Bon, ils ont leur façon d'écrire l'histoire. Moi, je ne vais pas rentrer dedans. Je ne suis pas historien. Mais toujours est-il que ça passe par l'interrogation, les enquêtes dans les régions concernées. C'est ça qui nous intéresse, nous. C'est ça. Quand, par exemple, tu dis à Sakété que le colon a écrit, ceux qui ont écrit l'histoire de 1905, on dit qu'il n'y a que 2 morts. Alors que vous voyez tout ce que nous avons lu par rapport à nos parents qui ont documenté ce massacre de 1905, c'est notre droit de dire que ça, ce n'est pas vrai. Alors, professeur Léon Biobigou et puis Maman Debourou,
ils se sont affrontés sur une question liée. Non, ils ne se sont pas affrontés, ils se sont expliqués. Ils ont eu des thèses contradictoires. Oui, mais quand sur les pans de notre histoire, nous n'accordons pas nous-mêmes nos violons, est-ce que finalement on ne s'en remet pas à ce que le colon a laissé? Puisque eux, ils ont vécu peut-être, aujourd'hui, ceux-ci sont en train d'avoir leur version. Finalement, est-ce qu'on va s'en sortir? Si, on va s'en sortir. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit que le bon sens est la chose la mieux partagée, le bon sens guide toujours, on va s'en sortir. On doit même s'en sortir. Vous savez, il y a beaucoup de pays, et je vois le Niger, et je n'ai pas les documents ici, le Niger, en emboîtant le pas, beaucoup de pays, dit moi-même, je réécris mon histoire, pas les scientifiques de chez moi. Et vous voyez le contexte d'ailleurs en ce moment-ci, on va pas aller plus loin. Alors, on va évoquer le cas du Bénin à travers ce programme de réécriture de notre histoire. Alors, comment c'est structuré? Oui, c'est-à-dire, mais merci Eric, merci beaucoup. C'est-à-dire le programme réécriture de l'histoire du programme, quand je dis recadrer, c'est-à-dire que moi j'avais une idée en soumettant, mais après on a fait des retouches, on a corrigé, on a amendé. Et j'ai dit le programme de réécriture de l'histoire du Bénin recadré le programme comprend 4 projets finalement. Vous avez le premier projet, c'est l'étude sur les révoltes anticoloniales. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qui vous intéresse? Oh non, ça c'est moi finalement, quand j'ai fait ma bataille pour qu'on accepte mon idée, moi je demeure maintenant comme quelqu'un, un manager qui coordonne. Une fois que nous avons défini les projets, vous avez, chaque projet a un responsable. Par exemple, l'étude sur les révoltes anticoloniales, le responsable c'est un professeur d'histoire et de sociologie qui est à l'université de Paraguay. D'accord. Ensuite, vous avez l'étude sur le massacre de Tiaroy du 1er décembre 1944, ça c'est le deuxième projet. Troisième projet, c'est l'étude sur certaines personnalités du Bénin. C'est-à-dire nos personnalités, nous connaissons quand même des personnalités qui ont servi le pays à des moments donnés. On a un projet là-dessus. Et le quatrième projet, c'est l'étude sur l'historique des divinités endogènes. Je crois que c'est le professeur Bada qui coordonne ça. Je ne sais pas s'il n'est pas en train d'être... il va prendre contact avec, parce qu'avec le vaudou, c'est maintenant, et c'est plus entre guillemets. Actuellement, il y a même un très bon débat sur la thématique. Et il faut qu'il aille avec eux pour ne pas faire double copie. Mais nous, on avait prévu ça comme projet. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça que c'est structuré. Mais quel est le point de jonction de tout ce que vous avez énuméré là, les projets? Parce que je vois que vous parlé de l'étude sur les révoltes anticoloniales. Ensuite, vous revenez beaucoup plus récemment pour parler de l'étude sur certaines personnalités du Bénin. Qu'est-ce que vous recherchez quand on fait une étude croisée de tous ces projets? Non, ce qu'on recherche d'abord, l'étude sur les luttes anticoloniales, c'est de reconnaître que ce n'est pas l'idée qu'on a que quand, disons, je cherche mon mot, quoi. Quand le colonisateur a voulu s'installer, que ça a été comme du beurre, non. Il y a quand même des résistances à l'époque. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait des valeurs de courage et la valeur de souveraineté des gens qui défendaient leur espace. Il faudrait bien qu'on les connaisse. Qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé dans certaines régions. Nous avons dit, on fait l'étude dans ce que nous sommes en train de faire en ce moment-ci. Nous avons fait l'étude dans le plateau. Je parle du professeur Radonou, résistance. Ensuite, il y a des études dans le Borgou, à Libori, dans la Takora, et surtout l'étude dans les Sahwe. Vous avez certainement entendu parler des Sahwe, dans le Monokufo. Et là, c'est comme ça qu'on a structuré ces luttes anticoloniales. Maintenant, le deuxième point, c'est les personnalités. Vous avez des gens qui ont... Vous avez Kaba, ceux-là, ils sont connus. Vous avez d'autres qui sont moins connus, comme les Adélou dont nous allons parler tout à l'heure. Ils ne sont pas connus. Donc, il faut que nous parlons d'eux. Ça, c'est avant ça. Il y a même des contemporains. Depuis 1960 jusqu'à maintenant, il y a des personnalités qui sont connues, qu'il faudrait que nous offrons aux jeunes comme modèle à suivre. Donc c'est pour cela qu'il y a cette partie-là. On a besoin de les célébrer autrement, d'abord à la grandeur de leur parcours, de ce qu'ils ont consacré à l'égard. D'abord ce qu'elles ont eu à faire. Ce qu'elles ont eu à faire, qu'elles peuvent servir comme modèle. Et je pense que, d'ailleurs, je vais parler tout à l'heure de ce que nous avons déjà produit dans
dans ce programme de réécriture. Et il y a un document qui est spécial, nous avons été contents de ça. Vous avez le document, toponymie, je ne sais pas, on ne peut pas montrer ça. Toponymie et histoire du Bénin, qui a été rédigé par le professeur Bada. Et vous avez une commission en ce moment-ci qui est en train de voir comment on peut baptiser les lieux, le patrimoine. Et ce n'est pas un secret de dire que c'est le document du Bada qui sert de base actuellement à cette commission-là. Donc nous avons fait un travail utile. Alors, professeur, vous avez revendiqué ici que vous n'êtes pas historien. C'est bien ça? Oui. Vous n'êtes pas historien? Pas du tout. Mais je voudrais compter sur vous pour qu'on puisse évoquer 2 cas, pour permettre aussi à ceux et celles qui nous regardent de comprendre aussi la dimension dans laquelle l'Académie travaille. D'abord, l'étude sur le massacre de Tiaroy du 1er décembre 1944. Qu'est-ce qui peut nous intéresser dedans, nous qui sommes de la jeune génération? Tout à fait. Qu'est-ce qui peut nous intéresser? C'est-à-dire ce qui peut nous intéresser, et en n'étant pas trop extrémiste, c'est que il y a des faits qui ne sont pas toujours racontés, souvent ce qui s'est passé. Et le massacre de Tiaroy a été un bel exemple de ce qui s'est passé, que chacun cachait, que ce soit les Américains, que ce soit les Français. C'est vrai, moi je suis au courant de beaucoup de choses qu'on nous a demandé de ne pas encore parler de ça. Donc je n'en parle pas. Parce que les esprits... oui, non, les négociations encore... se poursuivent avec la partie surtout française par rapport à cette étude-là. Parce que je vous ai dit que moi j'ai participé à ce comité-là. C'est-à-dire que vous prenez leur accord avant de... Non, ce n'est pas l'accord. C'est pas l'accord. Quand tu sais que quelqu'un... Les archivages. Les archivages. Parce que pour répondre et faire les deux, ce qui nous intéresse, nous, c'est quels sont les Daomiens qui sont mêlés à ça. Parce qu'il y en a eu? Il y en a eu forcément. Il y en a eu. Donc, nous sommes allés jusqu'à dire, on n'a qu'à publier la liste de ceux qui sont tombés à Tiaroy, là. Ceux qui sont morts le 1er décembre 1944, là. Pour qu'on puisse savoir qui sont les Daomiens qui sont dedans. Si vous avez fait attention, vous avez vu que j'ai fait une séance de travail avec la haute hiérarchie de l'armée. Alors là, je les félicite aussi au passage, parce qu'ils nous ont reçus, mon équipe avec honneur. On a vu les images. Oui, vous avez vu les images. Donc moi, je pense que nous sommes intéressés, nous avons demandé qu'on puisse mettre le joint avec la maison des anciens combattants pour qu'on puisse savoir, c'est ça qui m'intéresse moi, qui doit nous intéresser en tant que Béninois, c'est qui il est Dahomey. Parce que là, avec la démarche que nous avons empruntée au Sénégal, on doit savoir ceux qui ont été embarqués avant d'arriver à Dakar. Ils ont fait escale à 2 endroits. Si on a le manifeste, dans le manifeste là de ceux qu'on a embarqués, qui sont les Dahomiens du Dakar? Ce qu'on a été fait à Tiaroy, qui sont les Dahomiens? Parce que l'étude a progressé, vous avez certainement suivi, que le Sénégal a demandé d'ouvrir les fosses. Pourquoi les communes. Ils ont fait. Au Sénégal? Au Sénégal. Vous voyez, ils ont fait il y a un an, ils ont fait. Maintenant, les résultats, c'est un coup. Maintenant, par rapport à la liste, je disais, c'est là la question de Franck, est-ce qu'on a besoin de son autorisation? Il faut quand même qu'il t'ouvre. Qu'il t'ouvre ces archives. Si tu ne négocies pas quelles sont les conditions pour avoir accès aux archives, tu ne peux pas avoir accès. Mais on est passé, les Sénégalais, les gens qui étaient chargés d'aller regarder à ces endroits en France, ils sont passés par des endroits pour avoir une certaine liste. C'est ça. Alors, je reste toujours sur cet exemple pour évoquer peut-être ce contexte heureux dans lequel nous sommes aujourd'hui au Bénin, où on donne un peu plus de valeur à l'histoire, on veut exhumer certains pans de notre histoire, même parfois, je dirais, dans un objectif du tourisme mémoriel. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui à Ouidah. Est-ce que vous pensez que, un peu comme on a vécu le retour des trésors royaux au Bénin, toute la démarche qui a été enclenchée au plan diplomatique et que on a fini par accorder à notre pays le retour de ces trésors, est-ce que sur ce chantier, vous pensez que la chose est possible? Moi, j'espère. Je le souhaite. Je le souhaite, c'est-à-dire que, bon, ça n'engage que les débats que j'ai eu en privé avec les grands historiens et grands politiques du Sénégal. C'est-à-dire, le problème, ça va être quoi? Ça va être le dédommagement. Comment ça va se... Les réparations, comment ça va se faire? Pour les familles? Je ne sais pas.
C'est pour la famille, pour l'État, pour qui? Regardez maintenant pour l'esclavage. C'est en train d'être réglé, c'est ça, l'histoire d'esclavage. Les gens, ils ont été persévérants. Il y a eu un sommet qui s'est passé récemment à Accra, vous avez suivi? Absolument, au Ghana. Voilà. Donc peut-être que là ça aussi, a duré des années, des siècles. Oui, là aussi, moi j'ai donné mon point de vue quand on faisait ces réunions-là. Peut-être que c'est dû, mon point de vue, c'est-à-dire que les réparations à ce niveau, est-ce qu'on va dire c'est financier, c'est comment ça va se passer? Bon, notre rôle, pour revenir encore à cette affaire de parrainage, vous voyez, quand on a parlé de parrainage, vous voyez que ça nous dépasse. C'est vrai. On a beau être il faut une volonté politique. Voilà, il faut une volonté politique. Nous, quand on finit, on fait le rapport, on transmet à l'autorité politique au niveau le plus élevé pour dire au niveau scientifique, voilà ce que nous avons obtenu. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. On a transmis au président à l'époque qui maintenant commence ces négociations pour dire comment on va arriver, quelle réparation on va faire. Parce que c'est absolument, il faut une réparation à ce niveau-là. C'est ça. C'est douloureux, hein, c'est douloureux. Et moi, le peu que on me dit de ne pas trop en parler en ce moment-ci, bon, c'est vraiment douloureux. Et qu'on mente, qu'on fait économie de vérité, qu'on fait tout ça, des omissions, on ruse parfois. Mais il y a déjà une avancée au niveau de ce qui s'est passé à Tiaroy. Donc pour répondre, non. Et moi j'ai dit avec le professeur Béo Bigou qui est sur le dossier, de voir avec la hiérarchie militaire, d'être avec eux pour que les archives au niveau du Bénin, parce qu'on sait même quand ils sont partis, c'est qui a... C'est une œuvre de longue haleine, pour qu'on puisse savoir les Daomiens qui ont été... Et quelle a été leur trajectoire? Leur trajectoire, comment... Parce que à Tiaroy, est-ce qu'il y en a qui sont tombés? Alors, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission et faire focus maintenant sur la révolte de Sakété. Ce que nous savons, le commun des Béninois... ici. Allez-y, Franck. Oui, le commun des Béninois, nous connaissons beaucoup, disons, la résistance de Kaba, Bioguera, nous connaissons un peu l'histoire autour de la personne de Béanzin et autres. Mais quand on parle de la révolte de Sakété, qui demeure aujourd'hui un pan important de l'histoire de notre pays, on n'en sait pas grand-chose. Pourquoi pendant longtemps cela est resté inconnu? Qu'en est-il réellement? Vraiment. Merci Franck. Je pense que je vais vous mettre dans les équipes de radio. Oui, parce que vous avez mis des documents à notre disposition. On a parcouru. Vous avez le temps de... Et le premier sentiment qu'on a eu, peut-être celui d'un citoyen que je suis, c'est quand même un peu de déception. Ça fait des années qu'on enseigne des leçons d'histoire dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos universités. Comment on a pu passer à côté de tout ça? Et d'abord, je vais vous dire, avant d'aller, comment on est passé, comment moi je suis rentré dans ce dossier, là, grâce à l'académie, grâce à ce programme-là, effectivement. Mais quand je vous parlais tout à l'heure de circonstances, c'est-à-dire qu'il y a des circonstances qui font que vous évoluez dans quelque chose. À un moment donné, une frange de la jeunesse de Sakété s'est rapprochée de moi pour dire, bon, avec la mairie, on veut vous honorer, on veut donner votre nom. Il dit, bon, d'accord, merci, je vous remercie. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit associé à un colloque. À un colloque pour parler de Sakété. Parce que dans ma tête, moi, j'ai les dimensions de Sakété dans ma tête. On a discuté et puis on était d'accord. Et le colloque a eu lieu les 2 et les 3 août 2025. Donc au cours de ce colloque, donc ce qui est ici, là, c'est à peu près le condensé du colloque. Des travaux du colloque. Parce que dans le colloque, avec les historiens, il y avait tout le monde, il y a les universitaires, les académiciens, les politiques, les syndicats, tout, la population, les jeunesses, les élèves étaient là. Et dans les recommandations, les participants ont dit il faudrait que nous fassions ressortir les 3 dimensions dont il a été question au cours du colloque. C'est-à-dire, Sakété, ville religieuse. Oui. On reconnaît que Sakété est une ville religieuse. Et effectivement, Sakété est une ville religieuse. Religieuse pour ses pratiques religieuses dont les signes sont visibles quand vous allez à Sakété. Au niveau de l'église catholique, si vous arrivez à Sakété, vous avez les édifices de la congrégation des sœurs Saint-Augustin, des architectures
vraiment imposant. Eric, vous n'avez pas été à Sakété? J'ai pas eu cette chance. On va y aller. Oh non, on va y aller. Je compterai sur vous. Non, on va y aller. On attend votre invitation. On va y aller. Franck aussi. Oui, je ne connais pas Sakété, malheureusement. C'est pas vrai ça. Bon, d'accord. Ok, il y a quelque chose. Bon, on a eu la chance quand même de traverser Sakété. Donc, il y a une différence. Oui, traverser Sakété et visiter Sakété. Il y a une différence. Et visiter Sakété. Dimension religieuse par rapport à l'église. Il y a l'église catholique. Vous arrivez là, et l'édifice des Sœurs Saint-Augustin. 1950, 56, vous savez, moi j'étais à l'école catholique à côté. C'était tellement imposant. Hein, l'école des garçons était un peu à côté de l'école. C'était l'école des filles à l'époque. C'était imposant. C'était Saint-Augustin. Vous voyez l'architecture, c'est encore là. Quand vous quittez la religion catholique, vous allez au niveau de la religion musulmane. Vous allez voir, je vais vous faire visiter là aussi, la mosquée, une mosquée dont on a commencé la construction en 1923. Et vous voyez la façade qui est sauvegardée. Et ça rappelle toujours l'ingéniosité de nos parents, quand vous voyez la façade. Ça, donc, au niveau religieux. Au niveau endogène, vous avez les différentes divinités que connaît la commune de Sakété. Vous connaissez Gougoum, vous entendez parler de Oro, vous parlez de Tchango, vous parlez de plein de choses. Donc voilà une dimension religieuse. Qui permet aussi de voir une parfaite cohabitation entre les différentes religions. Merci Eric, merci. Un peu comme l'image de Ouida ou la cathédrale qui fait face au temple de Python. Tout à fait, tout à fait. Et ensuite, vous avez Sakété, ville universitaire. Je ne vais pas insister là-dessus. Sakété, vous savez que dans la carte universitaire qu'on a eu à faire, Sakété a bénéficié d'un centre universitaire dans ce qu'on avait appelé Université d'agriculture de Kétou, et puis ensuite maintenant Université nationale d'agriculture. Donc Sakété est devenue ville universitaire. La troisième dimension, je crois que c'est ça qui nous intéresse ici. C'est la dimension Sakété, ville de résistance à l'administration coloniale. Et c'est là où, Eric, vous avez raison. Ce n'est pas connu. Ce n'est pas connu. Moi-même, quand j'étais tout petit, quand on allait à l'école, on voyait un monument là, ça ne disait rien à personne. Qui a fait ça? À quel moment c'est fait? C'était comme un ornement. Et il a fallu donc ce colloque-là pour qu'on dise non, c'est un monument hautement symbolique. Et les participants au colloque m'ont demandé que ça ne dépasse pas mes efforts financiers pour réhabiliter. Alors, en quoi c'est une ville résistante? Ce monument, voilà. C'est-à-dire, vous voyez derrière le titre de mon document. Monument Henri Caït et Léon Cadot, l'un des vestiges de la révolte de Sakété face à l'administration coloniale en février 1905. Comme pour Tiaroy, Sakété veut réécrire une page de son histoire coloniale. Comment c'est important? Que s'est-il passé? Je crois que c'est par là qu'il faut poser la question. Que s'est-il passé pour qu'on ait ce monument? Tout a débordé, Eric, tout a débordé le 25 février 1905. L'un des deux envoyés de l'administrateur, Henri Caït, en trouillant publiquement le grand tam-tam. Je ne sais pas si vous savez, ça dit qu'à Sakété, vous avez les petites, vous avez les grands. Nous, on appelle ça Yalou. C'est vraiment le tam-tam chef, quoi. Donc, un des envoyés de l'administrateur Caït, parce que les gens étaient en manifestation pour honorer la mémoire d'un des leurs qui est décédé. Il y avait les chants, il y avait les rites avec le tam-tam. Bon, comme ça dérangeait Caït, parce que le lieu où ça se passe... C'est qui ce personnage? Vous le présentez? Caït, c'est qui? Caït, c'est l'administrateur colonial. C'est-à-dire, c'était le... Comment on dit? C'était le sous-préfet. Okay. Qui était déployé dans la zone. Qui était dans la zone. Ça était une subdivision du cercle de Port-Nouveau. Donc, c'est lui qui était le chef terre de Sakété. Donc, lui, le bruit là, ça le dérangeait. Et il a ordonné à ces deux... Vous savez, qui va le faire? Ces deux collaborateurs. Ce sont des nègres aussi qui sont là. C'est même pas ses collaborateurs. Je ne vais pas les qualifier. Donc, il a dit à deux d'entre eux d'aller disperser les gens. Et eux, quand ils sont arrivés, il y a un qui a sorti sa baïonnette, il a troué le tam-tam du village. Et les autres ont dit quel sacrilège. Ils l'ont poursuivi jusqu'à la résidence de Caït. Et à la résidence qui n'était pas loin de Caït, il y a eu affrontement. Et bon, l'histoire raconte que c'est la femme de Caït. En tout cas, bref,
un coup de feu est parti. Et sur le champ, il y a 2 qui sont morts parmi les indigènes et de nombreux autres blessés. Alors, ça, c'est ainsi que la première révolte des indigènes face à l'administrateur colonial. C'était en 1905. 1905, le 25 février 1905. C'était le départ. Parce que, en temps, il y avait des petites révoltes, frustrations. En 1900, 1901, je vous ai dit tout à l'heure, Kado, lui, c'est un douanier. Bon, en temps, colonie britannique, colonie française, et il fallait mettre, disons, un pot de douane pour freiner la contrebande. Donc là, les bourgeois de l'époque, ils n'aimaient pas ça. Ils n'aimaient pas ça. Donc, pour revenir à Caït, le heurt a été immédiat, ils ont commencé et ils ont vraiment massacré nos populations. L'administration coloniale, avec les renforts qui sont venus de Port-Nouveau. Et bien sûr, c'était un corps à corps serré, autant bien du côté des Français que du côté des Sakétiens. Il y a eu beaucoup de morts. Et comme on dit, vous allez voir dans les documents de l'histoire que la France a choisi la politique de la terre brûlée. Donc il fallait tout raser. Et nos populations, les autochtones, les indigènes, comme on les appelait, étaient obligés de fuir Sakété Centre pour aller se cacher ailleurs. Bon, il y a eu accalmie. Quand il y a eu... en temps, le roi sur lequel ça se passait, il a fui pour aller se réfugier chez sa mère, au côté Nigeria, et Pitefin, pour ceux qui connaissent ça. Les gens sont intervenus, il y a eu accalmie. On a pu donc changer de roi et on a amené Adékounlé qui est le roi Adélou. C'est Adékounlé, ça s'appelle, mais dans les récits coloniaux, vous allez lire Odékounlé, mais c'est la même personne. C'est en 1906, on l'a ramené et c'est lui maintenant qui a pris le combat réellement. Et quand les Français ont vu la révolte, ils ont dit non, c'est intolérable. C'était un mauvais exemple pour les autres. Parce que c'était la première révolte. C'est ça. Il ne faudrait pas que ça déborde. Il ne faut pas que ça déborde. Ils ont fait donc ce monument-là. Le monument que vous allez voir, qu'on m'a demandé de réhabiliter. Ils ont fait ce monument. Et le gouverneur lui-même, en 1909, le gouverneur a dit, ce n'est pas possible que lui, il vive ça. Il s'est déplacé lui-même en personne pour aller à ce monument-là, William Ponty. Vous avez entendu parler de William Ponty. C'était le grand gouverneur de l'AOF. Donc il s'est rendu au lieu en question et il a demandé de lui réunir les subversifs, à décoller les autres. Et qu'est-ce qu'il leur demandait? Il leur demandait de se repentir, de présenter leurs excuses et de dire qu'ils se sont trompés. Et c'est là que Adékounlé lui a dit niet. Il faut être courageux. Moi, je dis à mes parents, quand je discute avec eux, c'est le jour-là qu'ils devaient déjà savoir que son sort était déjà scellé. Parce qu'il a osé dire non, Dieu ne se repentit pas. Et malheureusement pour lui, bon, ça c'est 1909, et William Ponty était à Sakété en 1909, donc son sort est scellé, il fallait tout faire pour l'arrêter. Et finalement, ils l'ont arrêté le 15 octobre 1914, en prétextant que c'est un anti-français, vous savez. Pourquoi? Parce que lui, il a commencé son combat pour refuser l'intégration des enfants de son royaume dans l'armée coloniale. Donc c'était suffisant. Maintenant, pour dire que c'est un ennemi, c'est un anti-français, il fallait l'abattre. Il fallait l'arrêter. Donc ils l'ont arrêté et ils l'ont déporté. Avec ses collaborateurs, je vais peut-être citer aussi leur nom, à Lao, au Loukan, à Kegan, au Cholak-Badé, et avec celui qu'ils appellent le marabout Mamadou Foulani. Et donc la décision est prise de les déporter. Et ils les ont déportés donc à Port-Étienne, actuel Nouadhibou. Il y a l'anecdote qu'on m'a racontée, qu'on raconte souvent. C'est-à-dire qu'on dit que le jour, il fallait, parce qu'il y avait un tramway du Port-Nouveau à Sakété à l'époque. On dit le jour, le premier, ils ont fait 3 tentatives avant de les convoyer. La première tentative, toute la population est partie là, on dit non, il ne va pas bouger, prenez-nous avec. Tout le monde
rentre dans votre tramway. Bon, le colon a reculé. Ensuite, ils ont fait une deuxième tentative, qu'on me raconte, qu'on dit non. Quand ils sont arrivés là, le tramway a refusé de bouger. Bon, donc à la troisième tentative, ils l'ont emporté. Ça, c'est lui, ça. Au-delà du fait, vous l'avez dit, c'est là où je peux vous donner, je suis parfaitement d'accord avec vous. Depuis ce temps, personne n'a enseigné ça. Parce que c'est après le colloque que les enfants du CEG que nous avons invités au colloque disent qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas que ça s'est passé. Donc, quel est notre job maintenant? C'est de faire un rapport. C'est là aussi l'histoire du parrainage. Chef de l'État, de faire un rapport pour dire, voilà ça là, le calendrier scolaire, les programmes scolaires doivent désormais intégrer ça. Et nous avons une activité aussi au niveau du programme qui fait que des professeurs sont en train de faire un circuit pour faire des séminaires. Et je crois qu'ils sont passés aussi sur ce canal pour expliquer, pour expliquer dans certains lycées avec les professeurs d'histoire et géo des lycées. Donc, alors, professeur, à quel moment vous avez pris contact avec ce pan de l'histoire? Bon, pour ne pas, si ce n'est pas trop demandé, à quel âge vous avez véritablement... Non, votre question est pertinente, puisque je suis de Sakété. Voilà. Non, c'est-à-dire que vous savez, parfois là, vous dites, oh, ça là, ça ne me regarde pas. Puisque je vous dis, je prenais par là pour aller à l'école. Et Dominicain, Saint-Augustin dont je vous parle, là, moi j'étais à l'école catholique, c'était à côté, bon, ça ne disait rien, ça te disait rien. Ce qui te disait quelque chose, c'est d'aller à l'école, d'être premier, de ne pas... C'est notre temps, ça. De ne pas parler vernaculaire, parce que c'est pas si vous avez connu ça, il était interdit de parler de langue à l'école. C'est ça. C'est pas vous n'avez pas connu ça. Non. Donc, c'était ça notre préoccupation. Ça, là, mais on voyait quand même ce monument-là, qui c'était une curiosité. Pourquoi c'est là? Mais honnêtement, je n'ai jamais pu demander à quelqu'un, explique-moi pourquoi c'est là. Donc il a fallu que ce colloque-là, ça je le confesse, que ce colloque-là arrive, qu'on prenne des historiens, des sages, des vieux de chez nous, qui nous ont expliqué que non. D'ailleurs, on m'a même dit que ce monument-là, il n'est pas seul. Il y a un deuxième que j'ai été voir il y a une semaine. Il y a puisque comme ils sont deux, on a fait celui-là comme monument principal et un second que le maire est en train de... Alors, comme vous aimez dire les choses dans un langage très accessible, comment vous allez restaurer tout ça maintenant? Non, ce que nous allons restaurer et demander. Restaurer, c'est ça que nous faisons là. C'est-à-dire que nous, intellectuels, qu'est-ce qu'on a? Vous savez, il y a la force de la plume. Regardez, vous avez entendu parler des années-lumière, non? Oui. Les années-lumière où les Molières et les philosophes de l'époque, les Rousseau, ont changé le cours du monde avec leurs plumes. Qu'est-ce que nous avons d'autre à faire que d'espérer des années-lumière et d'écrire? Et d'écrire, de transmettre à notre protecteur pour dire voilà ce que nous avons observé et d'indiquer ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, nous, c'est dit premier pas, que ça soit connu. Ce n'est pas dans le plateau, vous verrez dans le gros document, vous voyez, il y a Sakété, il y a Rolidje, vous verrez tout ça, que ces gens-là, qu'on enseigne au moins. Deuxième chose, s'il peut me permettre que moi je peux demander, c'est que on connaît la voie suivie par Adelou et ses collègues pour aller à Nouadhibou. Il faudrait qu'on voit comment on peut faire le chemin inverse pour que ces cendres puissent arriver quand même. Bon, je ne veux pas dire qui là, pourquoi pas venir à Sakété. Ce serait déjà très bien pour nous. On ne peut pas finir de parler de notre histoire. Mais on a encore 5 minutes pour... Justement, dans ce récit assez touchant que vous faites, c'est dire que le roi Béhanzin n'est pas le seul roi qu'on a déporté dans l'histoire du Dahomey. Moi, je connais deux. Je connais Adelou dont je parle là. Oui, qui a été déporté et je connais en Mauritanie, c'est ça? Des Isaba, des Rolidje. Qui a été déporté aussi. Qui a été déporté aussi. Qui a été déporté. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas que ça reste comme des frustrations, comme une... Enfin, je vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Et je ne vais pas poser des doléances et dire voilà ce que je vais faire. Moi, je pose des doléances. C'est ça. Qu'au moins, les personnalités qui ont fait cette bataille-là, qu'on ne les oublie pas deux fois. Regardez, monsieur, moi je dis même avec, bon je me permets, avec les jeunes gens, quand je suis content là, je dis bon regardez, toi là, est-ce que tu es là maintenant, si je dis quelque chose, est-ce que tu peux me refuser? Regarde Adelou, devant le tout-puissant Ponty. Qui dit non? Repentis-toi, il faut pleurer, il dit non. Toi tu peux faire ça?
Donc ces gens-là doivent... C'est une valeur qu'il faut cultiver. Il faut d'abord connaître ça. Et la deuxième chose, comme je l'ai déjà dit, je le répète, c'est qu'on puisse nous aider à suivre un peu le parcours. Et ça, c'est au niveau étatique, ça. C'est pas au niveau d'un académicien. Pour qu'on puisse suivre et ramener les cendres de ces braves citoyens-là. Voilà. Alors, au cours de ce colloque, les populations vous ont demandé d'investir pour restaurer, réhabiliter le monument qui retrace cette histoire. Vous en êtes où? Presque à la finition. Ça dit que vous verrez... Oui, j'ai vu quelques images dans le document. Je vous ai laissé ça. Et on est en train de faire des jardins, de rendre ça crayon. C'est presque fini. Voilà. Oui. Alors, nous allons terminer cette émission. Votre mot de la fin, Excellence, professeur François Adebayo Abiola. Mon mot de la fin, c'est d'abord de dire encore une fois à tout mon bonheur de vous retrouver, de revenir sur votre plateau. Ce fut un bonheur qui m'a vraiment manqué. On avait de ces anecdotes qu'on racontait pour ce charité. Je ne sais pas, vous voyez André Dossard qui a co-signé un livre que j'ai, Les Cheveux du pouvoir. Les Cheveux du pouvoir, c'était dans un contexte. On pensait que quelque chose... Bon, lui, moi, on a rédigé ce livre-là. Les Cheveux du pouvoir. Oui, parce qu'on pensait à quelque chose. Ah oui? Oui, on pensait à quelque chose, mais ne parlons pas de ça. André Dossard, il sait bien. Donc, quand ça ne s'est pas passé, bon, on va lui poser la question alors. Et demandez-lui. Quand ça ne s'est pas passé, on n'est pas mort, on est toujours là. Bien sûr. Donc, c'est un lieu, vraiment, merci de m'avoir invité. Et ensuite, pour le sujet, vous voyez, on a abordé, je peux dire, on a abordé deux sujets en un. C'est-à-dire qu'on a abordé l'académie. C'est ça. Je pense que j'ai essayé, je ne sais pas si Franck est bien content, parce que j'ai dit qu'on n'a qu'à faire ça en français, terre à terre, pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, parce que je vous ai dit, je vous remercie de m'avoir accordé ça. Je ne voulais pas venir ici faire une émission que ça débouche sur des polémiques avec ma position actuelle. Et je pense que vous m'avez aidé à faire ça. Vous m'avez aidé à poser, je ne sais pas si je vais appeler ça doléance ou recommandation par rapport à notre protecteur. Pas quelqu'un qui nous sanctionne, quelqu'un qui nous protège. C'est ça. Pour dire, voilà, je suis passé sur le plateau et que j'ai fait ces recommandations. Alors, si je décide aujourd'hui de passer un week-end à Sakété, qu'est-ce qui peut bien me retenir? Qu'est-ce que je vais trouver de beau en termes de gastronomie, termes de culture, en termes de tradition? Nous allons préparer ça. Non, je suis sérieux. Bien sûr. Je suis sérieux parce que je vais d'abord vous dire, bon, vous aurez, je ne sais pas quel est le nom qu'on va donner à cette place qu'on est en train de réhabiliter, parce qu'une fois que moi j'ai fini, il appartiendra au conseil communal, à la mairie, de voir quel est le nom qu'ils vont donner à ça. Moi, j'attends de finir, de dire, bon, voilà, mission accomplie. C'est ça. Et j'ai fait ça, je vous remercie. Et vous allez visiter ça. Vous allez aller aussi chez les... Je vous ai dit tout à l'heure, l'église catholique, Saint-Augustin. Vous irez aussi... Qui est toujours fonctionnel? Alors maintenant, pas tellement, mais c'est délabré. Il y a longtemps. Comment on va c'est délabré. Il y a aussi un besoin de restauration aussi à ce niveau. J'ai été voir même l'évêque, l'évêque de Port-Nouveau, pour lui expliquer, il y a à peine 2 mois, pour dire qu'il faut qu'on voit comment on peut restaurer ça. Donc c'est ça, le côté touristique. Mais qu'est-ce qu'ils font comme activité, les bonnes sœurs là-bas? C'est qu'ils ont transformé ça en orphelinat, pour que ça ne tombe pas complètement. Vous allez visiter ça, vous allez aussi passer devant la mosquée, vous allez examiner. Vous allez aller voir les Igougou, ça c'est nous. Vous allez aller voir les temples de Tchango, de tout. Bon, ville universitaire, bon, c'est là, vous verrez. C'est ça. Mais gastronomie, ça, il y en a. Il y a quelque chose qui est célèbre qu'on appelle le coteau là-bas, je ne sais pas si vous connaissez. Ah non? Oui, au coteau, c'est escargot. Petits escargots, voilà. Vous verrez. Il semble que c'est la spécialité de Sakété. Voilà. Professeur François Adebayo Abiola, coordonnateur du programme de réécriture de l'histoire du Bénin par l'Ansalbe. Il était notre invité sur Zone Franche de ce dimanche que j'ai co-animé avec Eric Guédenon. Professeur, à très bientôt. Merci Franck. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de réalisation et à très vite.